La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à toutes et à tous, excellent début de journée à l'écoute des programmes de Radio Mercure. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Ma Santé et moi sur le 93 FM partout dans l'Oise. Votre rendez-vous santé, sport et bien-être en partenariat avec la CCMO Mutuelle. Le mois dernier, nous avons vu ensemble les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil. Nouvelle émission, nouveau thème. Nous allons cette fois voir quels sont les bienfaits de l'activité physique sur le stress. Pour en parler, celui qui est conseiller mutualiste à la CCMO et coach sportif de haut niveau, Laurent Chopin est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Nassim, bonjour à toutes et à tous. Alors avant d'aborder notre thème, Laurent, j'aimerais qu'on revienne ensemble, si vous le voulez bien, sur une actualité chaude qui concerne les mutuelles et les salariés qui quittent une entreprise. Jusqu'à présent, Laurent, déjà, comment ça se passait quand un salarié quittait une entreprise ? Ça dépend du statut, s'il est licencié ou s'il part à la retraite. Donc là, ce dont on parle là, Nassim, c'est ce qu'on appelle le contrat de loi E20. Et en règle générale, et ça concerne notamment les retraités ou ceux qui sont déclarés en invalidité, le contrat était relativement simple. La loi disait qu'il fallait garder le même niveau de garantie que les actifs, avec un plafond à 150% au niveau de l'augmentation des cotisations. Donc les cotisations ne pouvaient pas dépasser 150%, c'est-à-dire 50% d'augmentation. Une cotisation à 100 quand on était actif ne pouvait pas aller au-delà de 150 quand on passe inactif. Est-ce que ça pouvait aussi rester au même montant ? Ah oui, ça pouvait rester. Après, c'est une négociation entre les mutuelles et les entreprises. D'accord, parce que ça dépendait de chaque contrat en fait. Voilà, c'est uniquement une négociation par rapport à la sensibilité du contrat, par rapport à un certain nombre de choses. Et là, maintenant, il y a un décret qui est tombé le 23 mars et qui sera applicable au 1er juillet 2017. Donc il est tout récent, il a à peine c'est plus chaud, d'une semaine. Vous disiez que c'était chaud, là c'est chaud bouillant, effectivement. Ouais. Et donc là, ça va être très encadré. Donc la première année, ce sera de toute façon, ce sera les mêmes garanties. La première année, au même tarif que le contrat des actifs. La deuxième année, à 125% max. La troisième année, à 150%. Donc voilà, il est vraiment très encadré sur l'évolution. Le but du jeu étant de ne pas aller sur des surenchères et ne pas désavantager la personne qui se retrouve sur ce contrat de loi E20. Pourquoi un salarié, quand il quitte une entreprise, il faut forcément qu'il paye plus cher que ce qu'il payait avant ? C'est une bonne question. Ouais. Après, ça dépend. Et s'il passe effectivement en individuel, là, le risque n'est plus mutualisé au niveau de la garantie, puisqu'elle est mutualisée soit sur un contrat standard, donc sur l'ensemble du portefeuille, soit sur le spécifique, donc uniquement sur l'entreprise à laquelle il appartenait. Quand il passe en individuel, le risque est calculé par rapport à lui et pas par rapport à la mutualisation et à l'ensemble du collectif. Donc un contrat individuel, de toute façon, est plus cher qu'un contrat collectif. Et justement, ce contrat de loi E20 a été mis en place pour pouvoir plafonner et gérer, légiférer le passage, notamment à la retraite. Quand on a quitté une entreprise, donc parce que voilà, on tombe à la retraite, c'est le cas le plus général, c'est pour ça qu'on parle souvent de ce cas de figure-là. Est-ce qu'on peut garder donc la mutuelle d'entreprise toute sa vie jusqu'à sa mort ou est-ce que c'est limité dans le temps, Laurent ? Non, ça dépend des contrats, mais c'est l'avantage de ce contrat loi E20, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on passe à la retraite et qu'il y a un contrat de loi E20 mis en place, il faut vraiment que ce contrat soit mis en place. Par rapport au contrat des actifs, on le garde ad vitam aeternam. Et justement, alors pour les fameux seniors, hein, les gens qui partent à la retraite, qu'est-ce que vous proposez du côté de la CCMO comme offre, Laurent ? Alors on a, c'est l'actualité chaude aussi, une nouvelle garantie qu'on appelait la garantie senior et qui s'adresse aux plus de 55 ans. Très beau jeu de mots. Oui, et je vous fais grâce de ce qui suit, c'est il est l'or, mon senior, de prendre une mutuelle. Et je vous promets que je n'y suis absolument pour rien parce que ça aurait pu, mais non, mais c'est un leitmotiv et un argumentaire marketing qui est assez intéressant. Et cette garantie senior qui a tous les avantages d'une garantie normale avec deux petites choses en plus et qui colle complètement aussi à l'actualité puisque il y a un décret qui est tombé et qui est applicable depuis le 1er mars 2017 avec la nouvelle loi sur la santé et qui est l'activité physique adaptée sur prescription. C'est-à-dire ce qu'on appelle de façon générique le sport sur ordonnance et que nous sommes les premiers à intégrer dans une garantie.
Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est les médecins généralistes qui prescrivent pour les malades qui sont en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée. Donc les affections de longue durée, il y en a une trentaine qui sont répertoriées et c'est le diabète. C'est le cancer. Voilà, c'est exactement ça. Et donc évidemment, on s'est aperçu, mais c'est toujours le même problème en France. Mais bon, maintenant c'est dans un décret, c'est dans une loi que le sport, exactement, que le sport avait à la fois en prévention mais aussi en curation un intérêt très important sur ces maladies dites donc ALD, des affections à longue durée. Et donc on l'a intégré dans cette garantie, en plus en renforçant le poste des médecines, alors qui s'appelle médecine douce, médecine alternative, médecine parallèle ou médecine non médicamenteuse, donc tout ce qui est ostéo, chiropractie, acupuncture, etc. Donc on avait vraiment renforcé ces deux postes et donc ils s'adressent pour l'instant aux plus de 50 ans, donc l'adhésion est à partir de 50 ans, et ce qui permet à l'ensemble des personnes qui sont atteintes d'ALD d'avoir la possibilité d'être remboursées totalement ou partiellement en fonction du niveau de garantie après prescription de leur médecin généraliste. Alors justement, Laurent, puisqu'on parle d'activité physique, la transition est toute trouvée avec notre thème du jour. C'est la classe. Les bienfaits de l'activité physique sur le sommeil, sur le stress. Le sommeil, c'était la dernière fois, mais je suis tellement imprégné, en fait, j'ai tellement bien retenu les conseils que voilà, j'en reste... Mais en plus, le stress et le sommeil peuvent être liés à un moment donné. On va en parler, donc c'est bien les bienfaits de l'activité physique sur le stress. Déjà, Laurent, pour commencer, expliquer ce que c'est que le stress, parce que souvent on dit je suis stressé, je suis stressé. Comment on pourrait définir vraiment en quoi ça consiste le stress? Alors c'est exactement ça, Nassim. Il faut bien savoir de quoi on parle. Vous savez, c'est ce qu'on a évoqué la dernière fois par rapport au sommeil, par rapport à l'activité physique. On a bien défini le cadre dans lequel on essaye d'évoluer. Et donc effectivement, la définition est fondamentale. Il ne faut pas confondre le stress avec une émotion comme la peur, la joie ou avec l'anxiété. L'anxiété peut être un état, alors qu'on appelle comportemental, somatique, cognitif. Donc c'est des bien grands mots, mais qui signifient simplement qu'on ressent de façon intérieure. L'anxiété, ça parle à tout le monde, mais qui n'a pas forcément une cause externe. Ouais. Le stress a systématiquement une cause externe, c'est-à-dire il y a un agent stresseur, il y a une agression qui va générer ce stress. On peut pas dire je sais pas ce que j'ai, non, on sait ce qu'on a, on sait pourquoi. Alors ça peut être la continuité, ça peut être la conséquence, mais pour qu'il y ait cette notion de stress, le stress est clairement, c'est ce qui a permis à nos ancêtres dans les cavernes de survivre. Vous savez, c'est face à un danger, on réagit et cette réaction permet de fuir, de courir. Il y a des réactions psychologiques et physiologiques. Alors les réactions physiologiques, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation avec la décharge d'adrénaline. J'ai toujours du mal à le dire ce mot-là, déjà la dernière fois. Donc l'augmentation du rythme cardiaque, de la ventilation, de la pression artérielle et qui permettent tout de suite au métabolisme de se mettre dans une situation de réaction. On est capable de réagir. Maintenant, à notre époque, le stress tel qu'on l'entend, aux dernières nouvelles, j'ai pas beaucoup vu de mammouth ou de tigre ou de lion dans les rues de Beauvais, donc on est un petit peu moins, on est un petit peu moins conditionné par ça. On l'entend plus par rapport à des agents stressants ou stresseurs qui sont plutôt psychologiques. Donc ça va être au travail, ça va être la famille, dans la vie quotidienne, il y a énormément de choses qui peuvent être stressantes. Donc le stress, c'est clairement un agent qui vient, c'est un stimulus, c'est un stimulus qui vient provoquer une réaction. Si cette réaction et si le moment de stress passe relativement vite, on a récupéré et on vit normalement, mais après ça peut se répéter. Si par contre cette phase de réaction se produit sur beaucoup trop longtemps, on a une espèce de phase d'épuisement qui peut conduire en bout de chaîne au burn-out, le fameux burn-out dont tout le monde a entendu parler. Est-ce qu'il peut y avoir du stress positif ? Alors ça, c'est la bonne question, puisqu'on entend un petit peu partout, il y a le bon stress et le mauvais stress. Ouais. Le bon stress serait celui qui permet d'être plus efficace, d'être ce que les sportifs notamment appellent j'étais à 105%. Maintenant, il faudra qu'on m'explique comment on peut être à 105%. 100%, je vois bien. 105, j'ai un petit peu plus de mal. C'est-à-dire, on est meilleur que meilleur. Non, être à 105%, ça veut simplement dire que dans une situation donnée, on a donné le meilleur de soi-même et peut-être c'est un niveau qu'on est capable de réatteindre si on sait le reproduire. Donc, et le mauvais stress, ce serait celui qui inhibe, qui coupe les jambes et qui ne permet pas de parler en public, de faire une compétition à son meilleur niveau. Il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Il y a simplement un stress, un agent stresseur qui provoque une réaction, comment on va gérer cette réaction.
Comment on sait qu'on est stressé? Est-ce que ça se ressent dans le souffle? Est-ce qu'on a une boule au ventre? Est-ce que c'est ça du stress? Est-ce qu'il y a des symptômes vraiment physiques? Alors, il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes psychologiques, il y a des symptômes comportementaux aussi. Les symptômes physiques, comme vous le disiez, c'était la tension artérielle qui monte. On a l'impression d'être sous tension en permanence. Il peut y avoir effectivement des problèmes de digestion intestinaux. Il peut y avoir des problèmes dermatologiques. Tout ce qui va être eczéma, les zonas, tout ça sont des réactions. Voilà, sont des réactions. En fait, il y a un agent stresseur qui vient, on va schématiser, intervenir sur le cerveau, qui lui renvoie donc le mental, qui, vous savez combien je suis attaché à ce cercle vertueux corps, esprit, environnement. Donc c'est un agent qui vient de l'environnement, qui agit sur le mental et qui va avoir une réaction corporelle. La réaction n'est pas forcément mentale. Il peut y avoir aussi, évidemment, de l'hypertension, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir un certain nombre de choses. Il peut y avoir sur les problèmes comportementaux, ça peut être aussi déboucher sur des addictions ou sur des conduites à risque. Pardon. Alors justement, maintenant qu'on a bien cerné en quoi ça concerne le stress, si on est stressé, voilà, comment on peut éviter cette situation? Comment on peut s'en sortir? Alors l'idéal, c'est d'identifier quel est l'agent stresseur et de l'éliminer. Alors pas physiquement, si c'est votre patron, vous allez éviter de vous séparer de votre patron, mais c'est de pouvoir l'identifier. Déjà, il y a deux choses dans votre question, c'est on a identifié, petit a, on identifie qu'effectivement on est stressé. Maintenant, quelle est la cause de ce stress? Et ça, c'est pas toujours évident. Non, ça, c'est pas forcément toujours évident parce que des fois, on peut monter des schémas mentaux qui permettent pas de savoir exactement, qui ne permettent pas de savoir exactement quel est l'agent stressant de façon très évidente. Maintenant, il y a aussi tout un tas d'agents qu'on ne peut pas éliminer. Quand je vous parlais du travail ou de la vie quotidienne ou la vie familiale, il y a tout un tas d'agents qui ne peuvent pas s'éliminer parce que physiquement, on ne peut pas les éliminer parce que sinon, oulala, ce serait pas bien. Il peut y avoir des situations, bien sûr, ou des problèmes existentiels. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est une fois qu'on les a identifiés, comment on va pouvoir avoir une action si on ne peut pas les éliminer? Comment, moi, par rapport à moi, je peux avoir une action pour me déstresser? Ouais. Donc en fait, pour mieux le vivre et mieux gérer cette situation, face à cette situation sur laquelle je ne peux rien faire, moi, par contre, je peux agir sur mon stress et ma façon de gérer la situation. C'est quand je fais des interventions en entreprise ou quand je gérais les sportifs de haut niveau, il y a un championnat du monde, les Jeux Olympiques, comme j'ai pu le gérer avec certains de mes athlètes, on est la veille d'une compétition importante. Elle est là. S'il y a une façon relativement simple de l'éviter, c'est pas de ne pas prendre le départ. On s'en va, on rentre chez soi. Mais cet abandon-là est absolument inconcevable dans l'esprit d'un athlète de haut niveau. Par contre, l'athlète de haut niveau peut avoir et ressentir un stress qui, en bout de chaîne, va lui couper les jambes. On pourra d'ailleurs en parler de cet effet de jambes coupées, parce que même les non-sportifs ont pu le ressentir. Là, on est là. Il va falloir y aller. Comment, puisque je ne peux pas éviter l'agent stresseur ou stressant, comment moi je vais le gérer, moi avec moi-même, de façon intrapersonnelle. Et il y a effectivement un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure, la dernière fois du sommeil, on en a reparlé un petit peu tous les deux tout à l'heure. Tout ce qui va être mis en place, on avait parlé de la relaxation, du travail sur le souffle, ça marche aussi sur le stress. Si ça fonctionne sur le stress, forcément, ça va améliorer le sommeil et vice-versa. Vous voyez, on est dans à peu près la même chose. Voilà, tout est lié. Et on peut, bien sûr, intervenir, mais soit par rapport à soi. Quand je vous le disais, j'interviens dans les entreprises. Je n'ai ni la capacité de savoir quel est l'agent stresseur, ni je ne peux pas m'ériger en juge et en me disant votre N+1, votre N+2, il va falloir vous en séparer parce que c'est lui. Non, ce n'est pas ça le propos. Il va y avoir un stress parce que le stress... Souvent, j'ai tendance, quand je mets un sous-titre sur ces interventions, à mettre point d'interrogation ou point d'exclamation. C'est un point d'exclamation, puisque oui, tout le monde va être à un moment ou à un autre sujet et soumis à un stress. Maintenant, il y a des fois, je ne peux pas l'éliminer. Comment je fais pour le gérer moi? Et on peut le gérer, et on en parlera aussi tout à l'heure un petit peu plus loin par rapport à l'activité physique, puisque c'est le sujet. Il y a un certain nombre de choses, on en a parlé, travail sur le souffle, la relaxation, la méditation, être capable à un moment donné aussi de cloisonner, c'est-à-dire que quand on sort, si c'est au travail ou en famille, d'être capable de faire un break, de s'accorder 20 minutes à soi, de couper le téléphone, voilà, il y a tout un tas de solutions. Laurent, on a parlé donc avec vous du stress, on a défini en quoi ça consistait le stress et par quels symptômes ça pouvait éventuellement se manifester.
Qu'est-ce qu'on risque maintenant si on est vraiment stressé? Jusqu'où ça peut aller si on a plusieurs facteurs qui viennent, qu'on n'arrive pas à les gérer et que ça se passe mal? Oui, c'est-à-dire si on n'a pas le temps de récup nécessaire pour pouvoir digérer la première phase de stress et que ces multiples phases de stress vont s'accumuler, il y a un certain nombre de risques. Alors on a vu quelles étaient les implications à la fois physiologiques, psychologiques ou comportementales. Donc comme on le disait tout à l'heure, on peut aller jusqu'à la dépression, au burn-out, mais il y a tout un tas de signaux précurseurs, de signaux avant-coureurs. Et on parlait du sommeil sur notre dernière émission. L'une des premières, on va dire, l'un des premiers signaux forts, c'est justement la perte de sommeil ou le problème pour s'endormir, le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit, d'avoir globalement un mauvais sommeil qui va lui-même entraîner une perte de récupération. Donc le lendemain, on est fatigué et c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux qui se met en place. Et là, on n'est plus dans le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, mais on passe dans un cercle vicieux où on ne fait que s'enfoncer puisque les périodes de récup n'existent plus. Et donc, ça peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out, peu importe comment on le nomme. Alors, est-ce que justement on perd tous le sommeil, ça commence comme ça, c'est toujours les mêmes symptômes pour tout le monde, ou là encore chaque individu est différent et pour certains ça va être perte de sommeil, pour d'autres une perte d'appétit, pour d'autres encore autre chose, je sais pas, fumer du hashish, boire de l'alcool, est-ce que chacun gère différemment son stress en fait? Complètement, puisque les réactions sont à la fois physiologiques, psychologiques et comportementales. Chacun va réagir en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de ce qu'il est, de sa personnalité, de sa culture, de beaucoup de choses. Et on ne peut pas, c'est pour ça que c'est assez complexe à gérer, exactement comme le surentraînement quand on est avec les athlètes de haut niveau, parce que c'est quasiment la même chose. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs, plusieurs signaux qu'il faut être capable d'interpréter, capable de déceler pour pouvoir agir. Mais encore une fois, on est aussi sur autant un athlète de haut niveau va être suivi par le coach, par l'ensemble de son staff, et il y a des signaux qui sont clairement identifiables. Autant monsieur tout le monde, vous, moi, c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire de soi avec soi-même pour être capable d'analyser, de reconnaître et d'analyser et d'être capable de travailler dessus pour les éviter. Mais chacun va pouvoir réagir et va réagir de toute façon, de façon diverse. Alors une fois qu'on est stressé, voilà, ça arrive à tout le monde, on a bien identifié, c'est mon patron qui me stresse, c'est mon enfant, c'est ma voiture qui ne veut pas démarrer, du coup je dors mal, ou je mange mal, ou je continue ou je bois de l'alcool, peu importe. En quoi l'activité physique maintenant, elle peut aider à combattre ce stress ? Alors on l'a vu par rapport au sommeil la dernière fois, donc déjà il y a un impact sur le sommeil, ça c'est, je vous engage pour ceux qui ne l'ont pas écouté la dernière fois, notre première émission, Nassim. On peut en podcast, elle est toujours disponible. Voilà, donc tout le monde on peut retourner l'écouter. C'est tout à fait possible et on a vu quels étaient les bienfaits et dans quelles conditions l'activité physique a des bienfaits par rapport au sommeil. Par rapport au stress, c'est exactement la même chose. Alors il est évident qu'aller pratiquer une activité physique est un exutoire. Ça signifie pas, on l'avait dit la dernière fois, nécessairement sur un combat de catch, un combat de boxe. Ça peut simplement être une marche en forêt. L'objectif, il est simplement de s'accorder du temps et d'être capable, justement, à un moment donné, de cloisonner les choses et de s'extraire du cercle dont je viens de parler. C'est-à-dire, à partir du moment où on est capable de mettre en off un certain nombre en tout cas, tous les agents stressants et stresseurs que l'on peut rencontrer et qu'on va s'extraire de cet environnement qui est nuisible, en tout cas à terme qui risque d'être nuisible, ça va être un bénéfice. Et l'activité physique est un exemple, on parlait de relaxation, on parlait de travail sur le souffle. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. La méditation qui est très à la mode, ce sont des choses qui sont intéressantes, mais qui nécessitent un petit apprentissage et qui nécessitent forcément d'être suivies. L'activité physique peut être diverse et variée. Ça peut être prendre son VTT, aller faire un tour autour du plan d'eau du Canada. Ça peut être aller faire une marche, un footing. Ça peut être beaucoup de choses. Et cette activité physique qui, on l'a dit la dernière fois, ont un impact positif à la fois physiologique et psychologique, vont déjà éviter certains risques comportementaux, d'addiction et de conduite à risque, vont permettre d'avoir un impact fatigant, donc qui va permettre de mieux s'endormir par rapport au sommeil, et un impact psychologique tout à fait bénéfique, puisqu'on va pouvoir, entre guillemets, se laver l'esprit et éviter sortir du fameux environnement nuisible dont je parlais. Alors c'est vrai qu'on part du principe que donc la plupart de nos auditeurs ne sont pas des sportifs de haut niveau. On va dire que c'est monsieur et madame tout le monde. Donc le conseil c'est quoi ? C'est
tous les soirs, quelques minutes seulement, ça suffit. Éventuellement, un petit footing de 10 minutes autour du pâté de maison, ça peut suffire à agir sur le stress? Alors, il faut surtout pas tomber dans du mauvais côté, du côté obscur de la force. C'est-à-dire, on sent, on a identifié, on ressent du stress, donc on va aller faire 1 heure et demie de footing tous les soirs pour se déstresser parce que c'est un exutoire. Sauf que là, on va générer d'autres choses qui vont elles-mêmes devenir stressantes. C'est-à-dire, on va amener un stress physique ou un stress psychologique lié à l'activité. Non, l'objectif, il est vraiment de trouver ce qui nous correspond et ce qui nous permet de bien vivre les choses. L'objectif étant de ne pas ni stresser le corps ni l'esprit par rapport à l'activité physique. Et encore une fois, c'est pas d'aller se mettre dans le rouge, de se dire je vais me fatiguer. Sur un petit temps donné, ça peut être sympa justement pour ce côté d'exutoire, bien sûr. Mais allez pas faire un combat contre Mike Tyson en disant ouh là ça va me déstresser parce qu'on n'est pas bien sûr du résultat. Non, et encore une fois, on comparait, en tout cas on faisait le parallèle avec les sportifs de haut niveau. On n'est pas du tout dans ce mode-là. On est vraiment sur de l'activité physique. L'activité physique peut être simplement une séance d'étirement, peut être une séance de yoga pour ceux qui savent le faire. Peut être de la marche. Peut être de la marche, simplement de la marche, histoire de souffler. C'est encore une fois mettre en place un schéma qui permet de sortir de l'environnement nuisible et qui va être bénéfique pour soi. Et ça peut être un temps en dehors des autres, c'est-à-dire un moment pour moi avec moi-même. Et je me retrouve avec moi-même et en essayant de se vider l'esprit sans... Alors évidemment, si vous allez faire un footing de 15 ou 20 minutes en ressassant « Ouais, mon patron, c'est... » Voilà, là, le but du jeu, il est progressivement d'essayer d'arriver à faire le vide et d'être le plus tranquille possible en rentrant à la maison. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Alors, quand on avait parlé des bienfaits de l'activité physique sur le sommeil, on avait dit qu'une personne qui dort mal est plus sujette aussi forcément aux blessures. Est-ce que là aussi, c'est transposable, Laurent? En gros, est-ce qu'une personne stressée est aussi plus sujette aux blessures et donc il faut être encore plus vigilant? Absolument. On a parlé tout à l'heure des implications physiologiques et psychologiques. Quand on est dans dans une situation de stress, et qu'on va faire une activité physique, on n'est pas forcément concentré comme on le devrait. Alors ça peut être un footing qui va se terminer par une entorse parce qu'on n'a pas vu la racine qui était cachée sous les feuilles. Ça peut être des problèmes musculaires parce qu'on a fait une petite partie de tennis mais on a voulu trop en mettre dans les coups de raquette pour se déstresser, pour toujours ce côté d'exutoire et qui peut entraîner, parce qu'on n'a pas l'habitude, des problèmes de coudes, d'épaules, etc. Et en plus... le stress amène les réactions physiologiques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont néfastes, c'est-à-dire on va moins être capable de capter le calcium, donc les contractions musculaires ne se font pas de la même façon. Il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées, notamment le cortisol, et qui va baisser les défenses immunitaires. Donc on va être plus sujet aux maladies et aux blessures. Donc il y a tous ces processus qui se mettent en place et un individu, sportif de haut niveau ou pas, qui est stressé a beaucoup plus de chances statistiquement de se blesser que quelqu'un qui est dans un état, on va dire, tout à fait normal. Donc le conseil, c'est quoi? C'est d'y aller mollo, d'insister sur l'échauffement? Complètement, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, insister sur l'échauffement, sur la récup qui va suivre l'effort si on fait un effort, mais surtout... L'hydratation. Oui, bien sûr, l'hydratation, la nutrition fait aussi partie. On a vu tout à l'heure, je l'ai dit, que sur tout ce qui va être... il y a des réactions intestinales, gastriques. Si en plus, ou des conduites à risque, donc vous parliez d'alcool tout à l'heure, donc si on mange des hamburgers toutes les 2 minutes avec des frites et qu'on boit de l'alcool par-dessus, et qu'on est stressé, le système gastrique et intestinal ne fonctionne pas bien, déjà dû au stress. Donc si en plus on lui met des aliments qui sont complètement nuisibles à la bonne digestion, on renforce encore le processus, donc on entretient ce système. Donc ça, c'est tout à fait nuisible. Donc effectivement, mais c'est toujours pareil, il faut vraiment être conscient de l'état et d'être capable de mettre en place les bonnes pratiques et les bonnes attitudes pour pouvoir le gérer. Et comme vous le disiez, ça passe par l'activité physique, par la gestion du souffle, par la relaxation, par la nutrition, par le fait de faire une activité physique. Tout ça, c'est lié et ce qui est bon quand on fait de l'activité physique et qu'on veut faire de la compétition, l'est forcément quand on veut se déstresser. Alors tout à l'heure, on prenait un exemple avec vous, Laurent. Si je suis stressé, je peux avoir ce syndrome des jambes coupées. Si j'ai envie d'aller faire un petit footing de 10 minutes, mais que j'y arrive pas parce que justement j'ai l'impression d'avoir rien dans le sac, rien dans les jambes, comment essayer de s'en sortir et de retrouver ces jambes de 20 ans?
Alors, pas de stress, Nassim. Ça tombe bien, pas de stress, exactement. Mais si on n'est pas capable de courir en marche, l'objectif, il n'est pas de faire une performance à ce niveau-là. L'objectif, il est d'être capable de s'oxygéner les muscles et les cellules, qu'elles soient les cellules musculaires ou les cellules cérébrales, la matière grise. L'objectif, il n'est pas d'aller gagner une course. L'objectif, il est vraiment d'utiliser ce temps pour pouvoir calmer le jeu, on va dire de façon très triviale, mais le but du jeu est de calmer le jeu, donc on n'est pas obligé de faire une perf, donc ça c'est pas un souci. Par contre, le syndrome des jambes coupées dont vous parliez, qui est une réaction liée au stress, tout le monde a pu le ressentir. Les athlètes de haut niveau ont pu le ressentir, mais on peut aussi le ressentir dans le monde du travail. On a une prise de parole en public à faire, une présentation face à un conseil d'administration ou face à son manager ou face à un auditoire, quel qu'il soit. On est stressé. Si on n'agit pas sur ce stress avant de faire cette présentation ou ce qui est nécessaire de faire à ce moment-là, il y a une émission d'une petite hormone qui s'appelle le cortisol, pas à confondre avec la cortisone, hein, je parle bien du cortisol qui est sécrété par le cortex et qui donne une information à l'ensemble qui donne une information au cerveau, comme quoi il y a une baisse du taux de sucre dans les cellules et dans les muscles. Donc taux de sucre sanguin qui est analysé par le cerveau. Et là, il y a automatiquement une sécrétion d'insuline qui va réaccentuer ce problème de sucre. Donc, on est sans réaction puisqu'on n'a plus le sucre nécessaire pour pouvoir produire son effort ou produire une activité. Donc, c'est ça le syndrome des jambes coupées. Et les athlètes ont pu le ressentir. Ils sont stressés, ils ne savent pas le gérer. Et juste avant le départ, on se retrouve en panne parce que le taux de sucre sanguin n'est pas suffisant. Et là, il nous faut un petit peu de temps avant de se remettre en route. Et c'est le cas quand on a une présentation, qu'on a des choses qui vont nous stresser. C'est juste ce petit processus-là qui induit naturellement le syndrome des jambes coupées. Laurent, ça passe vraiment très vite. Oui. Décidément, quand tout est bien, voilà, ça passe vite et ça se passe bien. Merci d'être venu sur notre plateau, être venu nous parler des bienfaits de l'activité physique sur le stress. On peut donner quand même quelques rendez-vous, quelques endroits où trouver des informations là-dessus, justement, notamment sur le site de la CCMO. Oui, sur le site de la CCMO, il y a une fiche essentielle qui est consacrée au stress et sur lequel vous pouvez avoir un certain nombre de renseignements et un certain nombre d'adresses mail, d'adresses de sites internet pour aller chercher les informations. Maintenant, c'est des choses, vous savez, qui sont la qualité de vie au travail, la qualité de vie dans la vie personnelle. Tout ça, ce sont des choses qui commencent à vraiment être développées en France. Donc, il y a un certain nombre de sites sur lesquels vous pouvez aller vous renseigner. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'une fois encore, quand on a compris comment ça fonctionnait, on est capable d'agir dessus. Quand on n'a pas compris comment ça fonctionne, on le subit. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour Laurent Chopin. On se retrouvera, nous, le mois prochain, le premier mardi du mois pour une nouvelle thématique. Merci à Mehdi Neuss du côté de la technique et à Jean-Claude Saint-Paul pour la vidéo. N'oubliez pas la rediffusion de Ma Santé et moi, ce sera samedi matin à partir de 11h. Et puis le podcast, vous le savez, pour réécouter ensuite à loisir sur vos ordinateurs, sur vos iPods, sur vos téléphones, voilà, sur tous les supports possibles et inimaginables. Merci Laurent. Merci à vous tous. Très belle journée à vous sur Radio Mercure et au mois prochain pour un nouveau numéro de Ma Santé et moi.